sommaire de cette édition, actualité africaine, les Nations Unies ont mis en place un plan régional de protection des albinos en Afrique. Au Nigeria, polémique sur la limite d'âge en politique. Actualité internationale, le pape François veut plus d'action contre les trafiquants d'êtres humains. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci encore de suivre Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, en religion, après un séjour bien rempli en Europe, le révérend prophète Ezekiel Seya, président fondateur du ministère évangélique Puissance de la foi, est rentré dans son pays, la Côte d'Ivoire. Ses filles et fils spirituels l'ont honoré, c'était ce dimanche dernier, pour le souhaiter la bienvenue. Revivons ensemble les temps forts. Le ministère évangélique Puissance de la foi, dirigé par le révérend prophète Ezekiel Seya, a vécu un moment très particulier ce dimanche 23 juillet 2017 au siège de l'église, 6 dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. Toute l'église, comme une seule personne, a célébré avec ferveur le retour de la leader. Un homme de Dieu charismatique. Après un séjour bien rempli en Europe, le prophète Ezekiel Seya a été honoré comme un père à travers un culte d'action de grâce particulièrement meublé de danse et de louanges. Comme un bon père, pour signer son grand retour, le prophète Ezekiel Seya a gratifié le peuple de Dieu d'une exhortation très édifiante. Nous devons comprendre que quel que soit le temps, mais il faut que tu jettes la bénédiction dans le temps favorable. Alléluia. Vous dites que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu vrai, un Dieu qui nous amène dans la gloire, mais il faut que nous nous situions dans notre temps. Alléluia. Dieu a béni Sarah dans le temps qu'il a promis. Dieu a béni notre enfant fidèle dans le temps qu'il a promis. Monsieur Mathieu, vous avez vu cette fille chez vous au pays? Vous l'avez une fois vu chez vous au pays? Jamais. N'est-ce pas? Vous l'avez une fois vu? Jamais. Mais il fallait qu'il ait un temps de la raconter, n'est-ce pas? Donc quand le temps arrive, le sorcier ne peut pas t'empêcher de raconter ce que tu veux. Quel est ton temps? Ton temps, c'est maintenant. Tu es malade, tu reçois la guérison. Tu as un problème, tu reçois la joie. L'homme de Dieu qui est un travailleur infatigable pour faire avancer l'œuvre de Dieu est de retour parmi ses fils et filles spirituels pour la gloire du Tout-Puissant. Je suis heureux d'être accueilli ce matin par mon peuple, le peuple de Dieu, qui m'a accueilli après un moment en Europe. Je suis arrivé et ils m'ont accueilli avec la joie, la paix, avec un grand culte d'action de grâce. Je voulais dire merci à tout le peuple, particulièrement aux membres du conseil de l'Église. Et également, le jour aujourd'hui, nous devons comprendre que le temps de Dieu, le temps appartient à Dieu. Le but heureux d'aller en Europe partout, c'est mon temps. Donc je voulais lancer un appel à tout le peuple de Dieu, à tout le corps de Christ, d'attendre leur temps. Il ne faudrait pas que nous soyons pressés pour pouvoir rattraper notre bénédiction. Parlons à présent de pèlerinage en Terre Sainte, précisément en Israël. Ce pèlerinage organisé par Béni TV en collaboration avec King Voyage qui se tiendra du 9 au 17 août 2017. À cet effet, une réunion s'est tenue ce dimanche 30 juillet 2017 dans les locaux de Béni TV en présence des pèlerins. Revenons sur ce moment. Marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, une donne bien illustrée par les initiateurs du pèlerinage en Terre Sainte en Israël. Béni TV en collaboration avec King Voyage permet à tout le corps du Christ de faire de ce rêve une réalité à travers le pèlerinage organisé en Israël. Les pèlerins, sous la houlette du comité d'organisation, se sont à cet effet retrouvés ce dimanche après-midi 30 juillet 2017 dans les locaux de Béni TV pour une réunion d'information et de formation. Ces pèlerins très enthousiastes et impatients de fouler le sol israélien ont répondu nombreux à cette réunion d'information et de formation, première édition du genre. Pour cette première édition, toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux pèlerins d'effectuer ce voyage dans les meilleures conditions et de leur assurer un séjour à la hauteur de leurs attentes. Cette réunion a été aussi marquée par la présence du révérend pasteur Sam Manté à proclamer des paroles fortes, des paroles de bénédiction pour accompagner ce pèlerinage qui reste un témoignage vivant
des Saintes Écritures. Que tout ce qu'on vous a déjà dit, il faut que chacun mette ça dans sa pensée, méditer dessus et se préparer spirituellement pour rencontrer le Seigneur d'une autre manière. Se rendre en Israël pour visiter plusieurs sites et être témoin des faits dont la Bible parle est une réalité avec Béni TV et King Voyage. Venez massivement participer à la prochaine édition car la Bible nous enseigne que celui qui bénit Israël sera béni. La réunion était très bonne. Les conseils que nous avons reçus nous a fait du bien. Et je pense que ce voyage n'est pas en vain. Et à notre retour, ça va nous porter tout ce que nous allons demander là-bas. Avant que nous arrivions dans nos pays, le Seigneur va exaucer. Et je bénis maman Manté et papa Manté, son groupe d'organisation et King Voyage. Que Dieu vous bénisse. Mais je comprends que c'est une réunion qui est très bonne, elle est bienvenue. Parce qu'on ne peut pas aller à l'étranger avec rien en soi. Il est bon, on a été instruit, on sait ce qu'on a à faire une fois qu'on arrive en Israël. Le comportement, la manière de s'exprimer et tout. Et donc c'est très bien, c'est une réunion qui forme. Elle nous a formés. J'ai dit, ce que je retiens, c'est que c'est merveilleux pour ce voyage. Parce que nous voulons partir. Et on ne peut pas, seul on ne peut pas. Mais dans l'ensemble, nous formons un groupe et nous partons. Vraiment, je dis merci à Dieu pour l'idée qu'il a donnée à cette maman-là, à Pasteur Sylvia. C'est ça. Que Dieu la bénisse abondamment et qu'il donne une longue vie et les moyens pour pouvoir le faire tous les jours. C'est une réunion très enrichissante. Nous avons été très ravis de participer à cette réunion et surtout parler de ce voyage, avoir toutes les informations nécessaires. Et voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent arrache-pied pour que ce voyage soit une bénédiction pour tout ce peuple. Merci, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Dans cette édition d'information, les Nations Unies ont mis en place un plan régional de protection des albinos en Afrique. Il faut préciser que l'experte des Nations Unies en charge de l'albinisme était récemment en Tanzanie. Suivons. L'experte des Nations Unies en charge de l'albinisme, Ikponosa Ero, a terminé ce vendredi une visite de 3 jours en Tanzanie. Un voyage qui entre dans le cadre de la mise en place d'un plan d'action régional de protection des albinos en Afrique. Un plan porteur d'espoir pour des milliers d'albinos à travers le continent. Je suis très heureuse d'annoncer que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'est mise d'accord sur l'implémentation d'un plan d'action sur l'albinisme, celui dont nous avons déjà parlé l'an dernier à Dar es Salaam. L'ONU a recensé 27 pays en Afrique où les albinos font l'objet d'attaques souvent tragiques. C'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Certains pays sont plus touchés que d'autres. On compte chez certains des centaines d'attaques, d'autres n'ont que quelques cas signalés. Mais nous prenons chaque cas au sérieux parce que derrière chaque attaque, il y a un problème d'acceptation vis-à-vis de l'albinisme. Les persécutions dont font l'objet les albinos sont souvent liées à des croyances erronées selon lesquelles leurs organes seraient pourvus de vertus magiques et de pouvoirs guérisseurs. Au Rwanda, depuis la fin du génocide, le gouvernement rwandais s'est attelé à gommer les divisions ethniques ayant mené au massacre. Il faut préciser que l'enseignement de l'histoire du génocide à l'école est donc devenu l'un des piliers de la réconciliation dans ce pays. Au Rwanda, l'inflation est passée de 6,5% à 4,8% de mai à juin 2017, soit une baisse de 1,7%. Elle est néanmoins en hausse de 0,8% comparativement à juin 2016 où elle était de 4,1%. En effet, l'eau, l'électricité, les transports, le logement et d'autres produits de première nécessité ont augmenté de 1,5 à 4,5% de mai à juin 2017. Ce qui accentue la cherté de la vie. Ce qui est classique, c'est la variation du prix de la tomate. La bassine de tomate qui a changé drastiquement de prix au cours de ces derniers temps. Et à part la tomate, il y a certaines denrées qui sont importées, qui aussi subissent un peu les coûts. Disons, l'année passée, je pouvais acheter, je ne sais pas moi, autant de kilos de sucre, autant de kilos de pommes de terre. Et maintenant,
parce que le prix a augmenté, je ne peux plus acheter la même quantité de produits. En 2016, les autorités ont prévu une inflation de 5%, mais elle tournait autour de 6%. Elles envisagent encore une inflation annuelle de 5% pour 2017. Un objectif qui permettra à l'économie rwandaise d'être plus compétitive selon des experts. Je fais référence par exemple aux données historiques. Les 3 dernières années, les 4 dernières années. Il faut dire que le taux d'inflation au Rwanda était le meilleur par rapport au taux de la région. En matière de politique économique, avoir un taux d'inflation acceptable, donc dans la marge de 2 à 7%, selon ce qui est accepté généralement, est un bon signe. Donc, l'ambition de faire 7% de faire 5% est une ambition noble, et noble dans le sens où elle permet d'atteindre un niveau soutenable pour l'économie rwandaise. Le gouvernement a déjà pris des mesures comme la réduction de l'impôt sur certains produits, dont le sucre et le riz, pour mieux maîtriser l'inflation. Une mesure qui est rentrée en vigueur dès le 1er juillet 2017, marquant le début de l'exécution de l'année fiscale 2017-2018. Au Kenya, la maison du vice-président de ce pays, William Ruto, a fait l'objet d'une attaque. La police kenyane a abattu l'assaillant, mais la peur néanmoins demeure dans l'entourage de l'homme d'État. Reportage. Panique autour du domicile de William Ruto. Depuis samedi soir, l'immense propriété du vice-président kenyan à Eldoret, dans le nord-ouest du pays, a été prise d'assaut par la police. La maison a été attaquée par un individu armé qui s'était retranché à l'intérieur. Et c'est après une nuit très agitée et une opération d'une grande ampleur que l'assaillant a été finalement abattu dimanche matin. Mais le vice-président et sa famille ne s'y trouvaient pas au moment de l'attaque. L'individu a, selon des sources sécuritaires, attaqué et blessé à la machette un agent de police chargé de la sécurité de la maison avant de se réfugier dans un bâtiment en construction. Plusieurs coups de feu ont été ensuite entendus, laissant penser à plusieurs assaillants, comme l'ont indiqué d'autres sources citées par l'agence France-Presse. Cette attaque, dont on ignore encore les motifs, intervient à 10 jours des élections générales au Kenya, dans un contexte très tendu. Nous terminons l'actualité africaine dans ce journal en politique parlant du Nigeria, où les jeunes sont contre la limite d'âge en politique. Ils ont réussi à faire de la question un débat national. L'initiative est jeune et vise à faire bouger des lignes en politique. Environ 500 jeunes ont défilé en direction de l'Assemblée nationale ce 25 juillet à Abuja, la capitale nigériane. Ils appellent les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques. Les jeunes espèrent, grâce à cette action, faire pression sur les parlementaires afin qu'ils votent des amendements dans le sens de leurs revendications. En fait, les jeunes du Nigeria se sont aperçus que le renouvellement de la classe politique n'est pas encore sur l'agenda dans leur pays et que c'est pratiquement les mêmes acteurs qui reviennent depuis très longtemps, qui changent de position, qui sont souvent gouverneurs, qui sont souvent ministres, qui sont souvent sénateurs, qui sont députés. Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique en tant que telle. Selon la constitution nigériane de 1999, un citoyen doit être âgé de 45 ans au minimum pour exercer la fonction de président et avoir minimum 35 ans pour remplir les tâches du sénateur ou du gouverneur. Ces limitations sont jugées injustes au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique rassemble une majorité de votants qui est âgé entre 18 à 35 ans. Pour faire de la politique, il faut avoir des moyens d'une part. Or, les moyens financiers pour les avoir, il faudrait avoir un certain vécu. Et d'autre part, justement, la fonction politique étant centrale dans les pays africains et surtout étant cornaquée par les seniors, il serait très très difficile pour les jeunes, même si cet amendement passait à l'Assemblée nationale, il serait très très difficile justement de voir des jeunes occuper des postes gouverneurs, de ministres ou alors de présidents. Des propositions de réduction des limites d'âge pour exercer les fonctions politiques ont été débattues le mardi 25 juillet 2017 au Parlement. Selon le sénateur Dino Melaye, les parlementaires comptent abaisser l'âge minimum du chef d'État entre 40 et 35 ans, entre 35 et 30 ans pour les gouverneurs d'État et enfin entre 30 et 25 ans pour les députés et sénateurs. Comme annoncé dans les titres, le pape François milite pour plus d'actions en faveur des migrants. Il a une fois et aussi rappelé la nécessité d'intensifier la lutte contre les filières de trafic des êtres humains.
Le pape François a appelé à plus d'action contre les trafiquants d'êtres humains dimanche à l'occasion de la journée mondiale des Nations Unies contre le trafic de personnes. S'adressant à la foule rassemblée sous la fenêtre de l'appartement papal, il leur a rappelé la nécessité d'aider davantage des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants exploités chaque année avant de prier pour les victimes et les trafiquants. Le Vatican a organisé une série de conférences réunissant des organisations de police internationales, des législateurs et des groupes religieux pour trouver des moyens de travailler ensemble pour lutter contre la traite d'êtres humains et l'esclavage moderne. Les groupes de défense des droits de l'homme estiment que des millions de personnes dans le monde sont victimes de formes d'esclavage moderne telles que la prostitution forcée ou le travail manuel non rémunéré. La Commission européenne s'est dite prête ce mercredi pour engager une procédure inédite pouvant déboucher sur une suspension des droits de vote de la Pologne au sein du Conseil de l'Union si Varsovie ne revenait pas sur sa réforme de la Cour suprême. Non, effectivement, ça fait bientôt 18 mois que la Commission européenne a placé la Pologne en quelque sorte sous surveillance, en tout cas qu'elle a ouvert le dialogue officiellement avec la Pologne après la promulgation de la première loi contestée, c'était en 2015 sur la Cour constitutionnelle. Cette procédure de dialogue arrive maintenant en quelque sorte à une impasse. La Commission européenne entend bien que le président polonais Andrzej Duda a refusé de donner sa signature pour le projet de loi sur la loi suprême et puis sur le Conseil national de la magistrature qui permettrait d'une part de révoquer les juges de la Cour suprême et d'autre part de nommer directement les membres du Conseil de la magistrature. Ça, la Commission européenne se félicite et est favorable à cette décision du président Duda. En revanche, deux autres lois posent problème. Il y a d'abord l'École nationale de la magistrature et puis, vous l'avez dit, surtout la principale pierre d'achoppement, c'est la loi qui réforme les tribunaux de droit commun. La Commission européenne se dit prête à entamer directement une procédure d'infraction à l'encontre de la Pologne si cette loi est officiellement publiée au journal officiel polonais. Cette loi, selon elle, est contraire au droit européen dans le sens où elle prévoit des âges de départ à la retraite différents pour les hommes et les femmes, ce qui est parfaitement interdit selon la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et d'autre part, elle permet au ministre de la Justice de prolonger un juge en activité, voire de le révoquer sous certaines conditions. Et ça, pour la Commission européenne, c'est inacceptable. La Commission européenne prévoit aussi de sortir directement l'option dite de l'arme atomique, comme ça qu'on l'appelle ici, l'article 7 du traité de Lisbonne, celui qui permettrait éventuellement, comme vous le disiez à l'instant, de priver à terme un État membre, la Pologne en l'occurrence, de droit de vote au sein du Conseil européen, c'est-à-dire de le mettre en suspens. Mais déjà, cet article 7 pourrait servir, si la majorité des États membres le vote, à émettre un avertissement formel envers la Pologne. En revanche, suspendre son droit de vote, là il faut l'unanimité et ça, il est absolument improbable que ça soit voté puisque la Pologne sait pouvoir compter sur l'alliance des pays d'Europe centrale, du groupe de Visegrad, en particulier sur celle de la Hongrie dont le Premier ministre a dit qu'il était insupportable de voir les méthodes inquisitoriales de la Commission européenne. Parlons à présent du Brexit avec le secteur automobile britannique, l'un des victimes de ce Brexit. Après une année record, l'industrie automobile britannique subit en ce moment un coup de frein, il faut le préciser, car l'incertitude plane sur son principal marché. Après une année record, l'industrie automobile britannique subit un coup de frein sur fond de Brexit. Les négociations entre Londres et Bruxelles font en effet planer l'incertitude sur le futur des relations avec l'Union européenne, le principal débouché pour le secteur. Depuis quelques mois, les investissements sont en baisse et l'attentisme prévaut. En juin, la production de voitures au Royaume-Uni a reculé de 13,7% par rapport à l'an passé, portant à près de 870 000 le nombre de véhicules produits sur le premier semestre. Le secteur s'éloigne ainsi de son objectif de 2 millions de véhicules produits par an d'ici à 2020. Les ventes de véhicules sur le marché britannique ont-elles reculé de 9,5% sur les 6 premiers mois de l'année, alors que le recul de la livre sterling par rapport au dollar et à l'euro a entraîné une poussée de l'inflation. Le secteur redoute, en cas de hard Brexit et de nouveaux droits de douane prohibitifs, une importante chute de sa production. Dans ce contexte, l'Association britannique des constructeurs et des vendeurs d'automobiles réclame au gouvernement des mesures concrètes pour garantir la compétitivité du secteur à l'avenir. Il demande en particulier un accord provisoire entre Londres et Bruxelles en attendant la fin des négociations.
Direction à présent la Turquie, précisément Istanbul, sous les eaux. La Turquie a été balayée par de violents orages. Cette semaine, de fortes pluies accompagnées de grêles se sont abattues sur ce pays. La Turquie balayée par de violents orages. De fortes pluies accompagnées de grêles se sont abattues ce jeudi dans le pays. Pour l'heure, au moins 2 personnes ont été blessées après l'effondrement du mur d'un cimetière ainsi qu'une autre en raison d'un incendie provoqué par la chute d'une grue dans un port à l'origine d'une explosion. Un incendie désormais sous contrôle. Les inondations ont submergé les rues d'Istanbul et bloqué l'ensemble des axes de circulation. Aucun train ne circule dans les gares. À l'aéroport Atatürk, tous les vols sont désormais suspendus. Sur les routes, les véhicules ont été pris au piège des inondations. Ils ne peuvent plus emprunter le tunnel Eurasia qui relie en temps normal les rives européennes et asiatiques du Bosphore, fermé par mesure de sécurité. Dans les transports en commun, des passagers ont dû sortir des bus surpris par la montée des eaux. Des inondations qui ont frappé le pays pour la 2e fois en l'espace de 10 jours. Nous terminons ce journal avec un fait insolite. En France, l'apiculture urbaine connaît en ce moment un véritable engouement à Paris, avec plus de 700 ruches installées ces dernières années, notamment sur des monuments prestigieux tels que l'Opéra, les Invalides, le musée d'Orsay et aussi l'Académie française. Découverte de quelques ruches parisiennes juchées sur les toits de la capitale. Suivons ensemble. Le musée d'Orsay, l'Académie française, l'Hôtel de la Monnaie, la place Vendôme, des lieux emblématiques de Paris. Tous ont un point commun, ils hébergent gracieusement les abeilles. L'idée a fleuri dans la tête d'Audric de Campo. Cet apiculteur urbain s'est mis d'accord avec les propriétaires pour installer des ruches sur les toits. Bonjour mademoiselle. Une ruche, c'est 15 000 abeilles l'hiver et 50 000 l'été. Au centre, avec cette tache jaune, c'est la reine. C'est elle qui donne naissance à ses ouvrières chargées d'aller butiner le pollen. Alors les abeilles, il faut savoir qu'elles vont jusqu'à 3 km. Et ici, on est donc en plein 7e, et on est entouré de fleurs. Quand on pense fleurs en ville, il faut penser arbres. Juste derrière, là, derrière la scène, on a les Tuileries. Les Tuileries, c'est plein de tilleuls, de fleurs, et puis sur lesquels on a du bouleau, du peuplier, qui sont très précieux pour le printemps. Et puis ensuite, elles vont aller dans tous les jardins privés, jusqu'aux Invalides s'il faut. En France, la production de miel a baissé de façon catastrophique depuis 2016, les abeilles étant victimes de la pollution et du mauvais temps. Mais Paris soigne ses insectes. Depuis 10 ans, la mairie n'utilise plus de pesticides. Les abeilles sont donc plus vigoureuses. L'apiculteur a donc allié le bien-être de ses ruches à un cadre de travail idyllique. D'abord les Invalides, puis le musée d'Orsay, puis j'ai commencé à prendre goût au toit parce que c'est un bureau génial quoi. Des abeilles, un toit et puis la plus belle vue de Paris. Des toits de Paris à ses entrailles, l'apiculteur fait vieillir son alcool de miel dans les catacombes, un lieu tenu secret entre les carrières dont Paris a tiré la pierre avant d'y en tirer des ossements humains, à 25 mètres sous terre. Toute l'année, il fait 13 degrés, hygrométrie parfaite, 90% d'humidité. On n'a aucune vibration, on est bien en dessous du métro ici, pas d'odeur et pas de lumière. Donc c'est la cave idéale. C'est ici que l'apiculteur fait vieillir son hydromel, breuvage composé d'eau, de ferment et de miel. Un alcool né 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est, semble-t-il, le plus vieil alcool de l'humanité, connu chez les Romains ou les Grecs comme sous le nom d'élixir, d'ambroisie, donc c'est vraiment la boisson divine. Audrey de Campo a trouvé un nouveau filon pour surfer sur sa vague du miel à Paris. Des ruches connectées et reliées à des caméras haute définition. Une façon utile de surveiller ces abeilles l'hiver, la saison où elles sont le plus fragiles. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.